Je m'appelle Steven, j'ai 28 ans, et lors du dîner de Noël de ma famille, j'ai été traité comme un intrus dans ma propre vie. Avant que je vous raconte comment j'ai transformé le rire en un silence absolu, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le vent dans la banlieue de New York a une façon de vous transpercer en décembre. Il y a un froid humide et lourd qui s'installe dans vos os. Mais alors que je me tenais sur le porche de la maison de mes parents, balayant la neige des épaules de mon manteau vieux de 3 ans, je savais que le vrai froid m'attendait à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration, agrippant le goulot de la bouteille de vin que j'avais apportée. Ce n'était pas une étiquette flashy. C'était un cabernet de 2015 d'un petit vignoble de Napa dans lequel j'avais en fait une participation. Je n'y avais pas mis mon nom, et il n'avait pas d'emballage doré. Il était juste incroyablement bon. Pour mes parents, Richard et Karen, si ça ne brillait pas ou n'avait pas une étiquette de prix à 4 chiffres, c'était de la camelote. J'ai ouvert la porte. La chaleur m'a d'abord frappé. Une odeur de cannelle, de parfum cher et de prétention. « Steven, tu es là » a crié ma mère, Karen, depuis le salon. Elle ne s'est pas levée. Elle était assise sur le canapé en cuir blanc, tenant un verre en cristal, les yeux fixés sur l'homme qui se tenait près de la cheminée. « Essuie tes pieds, s'il te plaît. On vient de faire nettoyer les tapis en profondeur pour Brad. »« Salut, maman » ai-je dit en tapant la neige de mes bottes sur le paillasson. « Joyeux Noël. »« Ouais, joyeux Noël » a grogné mon père, Richard. Il se tenait à côté de l'homme près de la cheminée, le regardant avec une adoration que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis que j'avais gagné un concours d'orthographe en 2e année. Et il était là, Brad, le nouveau petit ami de ma sœur Emily. Il ressemblait exactement au genre de type qui se gare sur les places pour handicapés parce qu'il n'en a que pour 1 minute. Cheveux gominés, un costume un peu trop serré au biceps pour montrer qu'il faisait de la musculation et une montre qui était certainement trop grosse pour son poignet. Alors, c'est le petit frère, a tonné Brad, sa voix remplissant la pièce. Il ne s'est pas approché pour me serrer la main. Il a attendu que je vienne à lui. Emily m'a dit que tu t'intéressais aux ordinateurs ou quelque chose comme ça. Support technique. Emily, ma sœur aînée, Harry. Elle était affalée sur la coudoir du canapé, faisant tourner son verre. C'est un codeur, Brad. Il corrige des bugs. Tu sais, comme les gars de l'informatique sur qui tu cries quand ton email ne se charge pas, c'est ça. C'est ça, a souri Brad, tendant enfin la main. Sa poignée était agressive. Un test de dominance. Un bon travail honnête. Il faut bien que quelqu'un réinitialise les mots de passe, non? Saper les factures, ai-je dit simplement, en retirant ma main. Je n'ai pas mentionné que les bugs que je corrigeais étaient généralement des failles de sécurité massives pour des entreprises du Fortune 500 ou que mon codage avait construit une infrastructure d'IA actuellement évaluée à 9 chiffres. Pour eux, j'étais Steven, le gars avec la Honda Civic et le studio. J'ai apporté du vin, ai-je dit, en posant la bouteille sur la table basse. La pièce est devenue silencieuse. Brad a pris la bouteille, plissant les yeux sur l'étiquette comme s'il inspectait une pièce de monnaie sale. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Brad en ricanant. « Tu l'as brassé dans ta baignoire, Steve. »« C'est un cabernet, ai-je dit. Petite production. Il a besoin de respirer un peu. Mais il est bon. »« Mignon » a ricané Emily. « Maman, mets ça dans la cuisine. On pourra peut-être l'utiliser pour la sauce du rôti plus tard. » En fait, a interrompu Brad, en se penchant derrière le canapé et en sortant une bouteille logée dans une boîte en velours. Je pense qu'on est couvert. J'ai pris ça aujourd'hui. Château Margaux, un petit plaisir pour la famille. Les yeux de mon père ont failli sortir de leurs orbites. Brad, tu n'aurais pas dû. C'est incroyablement généreux. Que le meilleur pour la famille d'Emily, a dit Brad en me faisant un clin d'œil. Tu vois, Steve, la présentation, ça compte. Tu ne peux pas simplement arriver avec une bouteille nue et t'attendre à ce que les gens soient impressionnés. C'est une question de classe. C'est une question de statut. Je m'en souviendrai, ai-je dit en gardant ma voix égale. Nous sommes passés à table. Le dîner était une performance. Ça l'a toujours été. Ma mère avait sorti la belle porcelaine, l'argenterie qui restait habituellement sous clé. Tout était parfait, sauf le plan de table. Il m'avait mis au bout de la table, près de la porte de la cuisine, sur une chaise pliante parce que la table principale ne pouvait accueillir que 4 personnes confortablement.
Je me suis assis là, coupant ma dinde, en écoutant le « Brad Show ». Alors, le poste de directeur régional est pratiquement à moi, a annoncé Brad en agitant sa fourchette. J'ai pulvérisé les objectifs de vente pendant 3 trimestres consécutifs. Le groupe Phoenix est en pleine expansion et ils ont besoin de leaders. De vrais leaders, pas de gens qui se cachent derrière des écrans. Il m'a regardé d'un air entendu. J'ai pris une gorgée d'eau. C'est incroyable, Brad, s'est extasié ma mère. Un directeur régional. Imagine ça, Richard. Notre Émilie sort avec un directeur régional. Ça vient avec une augmentation de salaire conséquente aussi, je parie, a ajouté mon père en se penchant en avant. Énorme, a hoché la tête Brad. Plus une voiture de fonction. Il parle d'une BMW, mais je pourrais pousser pour la Mercedes. Il faut projeter le succès pour attirer le succès. C'est ma devise. Et toi, Steve? Tu conduis toujours cette. Quoi? Une Honda? Elle m'emmène d'un point A à un point B, ai-je dit. Tu vois, c'est ça le problème, Harry Brad, en regardant autour de la table pour obtenir leur approbation. Petite mentalité. Tu te contentes d'aller d'un point A à un point B. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'air que j'ai en arrivant. Tu dois améliorer ta vie, mon pote. Trouve un vrai travail. Sors de la cave. Je ne vis pas dans une cave, ai-je dit. Métaphoriquement, a fait Brad d'un geste de la main dédaigneux. Tu es dans la cave de la vie. Mais bon, ne t'inquiète pas. Une fois que je prendrai la tête de la division, je pourrai peut-être te trouver une place au service du courrier. On a toujours besoin de gars pour trier les enveloppes. La table a éclaté de rire. Mon père s'est tapé sur le genou. Émilie a gloussé en se couvrant la bouche. Même ma mère a esquissé un sourire serré et plein de pitié. Ne sois pas méchant, Brad, a dit maman, bien qu'elle n'ait pas l'air de le penser. Steven essaie. Il est juste différent. Il a toujours été lent à démarrer. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je l'ai ignoré, mais il a vibré à nouveau. 2 longues vibrations. C'était le signal de priorité. Sous la table, j'ai sorti mon téléphone. C'était un message de Marcus Sterling, le PDG public de mon entreprise, l'homme dont le visage était dans tous les magazines pour que le mien n'ait pas à l'être. L'acquisition est finalisée. Les papiers sont signés. Tu détiens maintenant 100% du groupe Phoenix. Nous les possédons, Steven. Tout est à nous. J'ai levé les yeux du téléphone. Brad était en train d'expliquer à mon père comment frauder le fisc en cachant des actifs dans des comptes offshore, appelant ça de la gestion de patrimoine intelligente. Tout va bien, Steven, a demandé Émilie sèchement. C'est impoli d'être sur son téléphone à table, mais je suppose que tu ne connais pas grand-chose aux bonnes manières. Juste le travail, ai-je dit en remettant le téléphone dans ma poche. Une étrange tranquillité m'a envahi. J'ai regardé Brad. Je ne voyais plus un tyran. Je voyais un employé. Mon employé. En fait, a dit Brad en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. En parlant de travail, j'ai une surprise. J'ai réussi à tirer quelques ficelles. J'ai eu des billets pour tout le monde pour le gala de Noël du groupe Phoenix demain soir. Ma mère a halté. Le gala? Au Grand Hôtel? Exactement, a rayonné Brad, cravate noire, open bar, tout le tout team. Ça va être l'événement de la saison. Ils annoncent l'employé de l'année. Eh bien, disons que vous feriez mieux d'avoir vos appareils photo prêts. Oh, Brad, a couiné Émilie en l'embrassant sur la joue. Tu es incroyable. Et Brad a tourné ses yeux vers moi, une lueur prédatrice dans le regard. J'ai aussi un billet pour Steve. J'ai pensé que ce serait bien pour lui de voir à quoi ressemble un véritable environnement d'entreprise. Peut-être que ça l'inspirera à se raser et à acheter un costume à sa taille. J'ai un costume, ai-je dit. Super, a souri narquoisement Brad. Essaie de ne rien renverser dessus. Les grands patrons seront là. La rumeur dit que le nouveau propriétaire, l'associé silencieux qui vient d'acheter l'entreprise, pourrait même se montrer. Je veux faire bonne impression. Je n'ai pas besoin que le frère de ma petite amie ait l'air d'un cas social en arrière-plan. J'essaierai de me fondre dans la masse, ai-je dit. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la goûter. C'est ça, fais ça, a dit Brad en levant son verre de Château Margaux.
À la réussite. La vraie réussite, pas ce que fait Steven. Ils ont trinqué. J'ai levé mon verre d'eau, mais personne n'a cogné le sien contre le mien. Ils étaient trop occupés à porter un toast à l'avenir. Un avenir que je tenais maintenant dans la paume de ma main. Au gala, me suis-je murmuré. Au gala. Le dîner s'est terminé avec moi faisant la vaisselle pendant que les gens qui réussissent se retiraient au salon pour un brandy. C'était la dynamique familiale. C'était comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. En frottant la graisse de la rôtissoire, j'ai regardé par la fenêtre la neige qui tombait. Cela a déclenché un souvenir, vif et piquant, d'il y a 15 ans. C'était le matin de Noël. J'avais 13 ans. Émilie en avait 16. Je me souviens être descendu, le cœur battant, espérant la seule chose que j'avais demandé, un kit informatique, un simple ensemble Raspberry Pi pour que je puisse apprendre à construire des circuits. Coûtant peut-être $50. Sous le sapin, les piles étaient inégales, massivement inégales. Émilie a eu un ordinateur portable tout neuf. Elle a eu des bottes de créateur. Elle a eu un autoradio pour la voiture qu'elle n'avait même pas encore. J'ai eu des chaussettes, un paquet de 6, et une carte cadeau pour une librairie qui avait fait faillite 3 mois plus tôt. On est un peu à court d'argent cette année, Steven, avait dit mon père, sans me regarder alors qu'il aidait Émilie à configurer son ordinateur portable. Tu comprends. Tu es le garçon. Tu dois être dur. En plus, Émilie a besoin de ces choses pour l'école. Elle va loin. Je voulais apprendre à coder, avais-je murmuré. Coder, avait ri maman en sirotant son café du matin. Steven, sois réaliste. Tu n'es pas un génie. Tu es un travailleur. Tu dois apprendre à faire du travail manuel. C'est là que se trouve ton avenir. Cette nuit-là, il y a 15 ans, je suis descendu dans le sous-sol glacial. Je n'ai pas pleuré. J'ai démonté une vieille radio et je l'ai remontée. Puis j'ai démonté le grille-pain. J'ai appris comment les choses fonctionnaient. J'ai appris que si je voulais quoi que ce soit dans cette vie, je devais le construire moi-même, dans le noir, là où personne ne regardait. Le bruit de verre brisé m'a ramené au présent. Oups, la voix d'Émilie depuis le salon. Ce n'est pas grave. Laisse. Steven s'en occupera quand il aura fini. J'ai séché mes mains et suis entré dans le salon. Brad avait laissé tomber son verre. Le vin rouge s'imprégnait dans le tapis blanc, celui que maman venait de payer des centaines de dollars pour faire nettoyer. Désolé pour ça, mon pote, a souri Brad, sans avoir l'air désolé du tout. Je me suis un peu emporté en racontant l'histoire de ma plus grosse vente. Nettoie-moi ça, tu veux bien? Ma mère ne lui a pas crié dessus. Si j'avais laissé tomber ce verre, j'aurais été cloué au sol. Au lieu de cela, elle a fait un geste de la main. Ce n'est pas grave, Brad. Les accidents, ça arrive. Steven, il y a de l'eau gazeuse sous l'évier. Je me suis agenouillé sur le sol, frottant la tache. De cet angle, je pouvais voir sous le canapé. J'ai vu une petite enveloppe rouge qui était tombée de la poche de mon père. Elle portait le logo d'un prêteur hypothécaire. J'ai froncé les sourcils. Ils avaient remboursé la maison il y a des années. J'ai fini de nettoyer, je me suis levé et j'ai regardé ma montre. Je devrais y aller. J'ai du travail. La veille de Noël? C'est moqué Brad. Tu vois, c'est pour ça que tu es célibataire, Steve. Pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Tu trimes pour des miettes pendant que je conclus des affaires en dormant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa, ai-je dit. Ne sois pas en retard demain, a prévenu maman. Le gala commence à 19h. Et s'il te plaît, Steven, essaie d'avoir l'air présentable, pour le bien d'Émilie. Je suis sorti dans le froid. Je ne suis pas allé à mon appartement. Je suis allé à mon bureau, un immeuble anonyme de Midtown qui abritait les serveurs centraux de mon entreprise. Je me suis assis à mon terminal, la lumière bleue des écrans m'inondant. C'était mon sanctuaire. C'était là que j'étais un dieu. État du système, ai-je murmuré. En ligne, a répondu la voix automatisée. J'ai tapé une commande. Requête personnelle Bradley Miller, groupe Phoenix. L'écran s'est rempli instantanément. J'ai commencé à creuser. Si j'allais le virer, je voulais savoir exactement qui je virais. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac.
Brad n'était pas seulement arrogant. C'était un voleur. J'ai vu les chiffres de vente dont il se vantait. Ils étaient gonflés. Il enregistrait des ventes pour le prochain exercice fiscal comme des revenus courants pour déclencher ses bonus. C'était de la fraude, pure et simple. Mais j'ai vu quelque chose de pire. Il y avait un sous-dossier intitulé « Collecte de fonds caritatifs Noël ». Le groupe Phoenix collectait des dons des employés toute l'année pour acheter des jouets pour les enfants défavorisés. Brad était le trésorier du fonds. J'ai consulté les relevés bancaires. Le compte aurait dû contenir 50 000 $. Il y avait 400 $. Les retraits étaient systématiques. Des paiements à une société de leasing pour une BMW. Des paiements à un bijoutier de luxe. Des paiements à une agence de location de luxe pour des smokings. Il utilisait l'argent des orphelins pour financer son faux style de vie. Il avait acheté ce château Margaux avec de l'argent destiné à des enfants malades. Mon sang s'est glacé. Il ne s'agissait plus seulement de lui qui me harcelait. C'était un crime. J'ai pris mon téléphone et appelé Sarah, mon avocate personnelle. Il était 23 heures la veille de Noël. Elle a répondu à la première sonnerie. « Steven, tout va bien ?»« Non, Sarah, ça ne va pas, » ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. « J'ai besoin que tu prépares un dossier. » Bradley Miller, vente régionale. Je t'envoie les fichiers maintenant. Je veux que tout soit prêt pour le gala demain. Tu vas le faire à la fête, a demandé Sarah. Steven, c'est public. C'est brutal. Il a volé dans le fonds de charité, Sarah. Il vole l'entreprise. Et j'ai fait une pause, en regardant l'enveloppe rouge que j'avais vue sous le canapé dans mon esprit. J'ai besoin que tu vérifies les registres de propriété publique pour l'adresse de mes parents. 42 Oak Street. Attends, a tapé Sarah en arrière-plan. D'accord, voilà, Steven. Il y a une nouvelle hypothèque sur la maison enregistrée il y a 3 jours. Combien? 300 000 $. Prêt à court terme à taux d'intérêt élevé. On dirait un prêt relais pour un investissement. J'ai fermé les yeux. La conversation que j'avais entendue plus tôt entre Brad et mon père a soudain pris tout son sens. Brad leur avait proposé une opportunité d'investissement, un rendement garanti. Il les a arnaqués, ai-je murmuré. Il a convaincu mes parents de mettre la maison en garantie, la maison que ma grand-mère a construite, la maison qui devait être mon héritage, et de lui donner l'argent. Steven, s'ils ont signé les papiers volontairement. Je sais, ai-je dit. Je ne peux pas arrêter le prêt, mais je peux l'empêcher de le dépenser. Sarah, j'ai besoin du contrôle total des finances du groupe Phoenix d'ici demain matin. Gèle tous les comptes internes associés à Brad Miller. C'est fait, a dit Sarah. Et Steven? Oui. Joyeux Noël. Il le sera, ai-je dit, en regardant la photo d'employé souriant de Brad sur mon écran. Il le sera vraiment. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon bureau à regarder les lumières de la ville, sentant la colère se raffiner en quelque chose de tranchant et de froid. Ils m'ont traité comme un clown. Ils se sont moqués de mon vin. Ils se sont moqués de ma vie. Mes parents étaient prêts à vendre mon avenir pour financer un escroc parce qu'il avait l'air du fils qu'ils voulaient. Très bien. S'ils voulaient un spectacle, je leur en donnerais un. J'ai ouvert mon email et envoyé un dernier message à Marcus Sterling. Objet, le gala. Corps du message, prépare l'introduction et mets la sécurité en attente. Je me rends moi-même en voiture demain. Prépare la fantôme. Je me suis adossé à ma chaise. Les fantômes des Noëls passés criaient dans ma tête. Les nuits solitaires, les chaussettes sous le sapin, le sentiment d'être invisible. Demain, je ne serai pas invisible. Demain, je serai la seule chose qu'ils pourraient voir. Le lendemain matin, le ciel était d'un violet meurtri, lourd de plus de neige. J'ai passé la matinée dans un endroit que ma famille ne savait pas que je fréquentais. Un tailleur privé sur Madison Avenue. Monsieur Steven, le tailleur, Giovanni, a hoché la tête en me voyant entrer. Le smoking est prêt. Merci, Giovanni. Ce n'était pas une location. C'était un smoking sur mesure bleu nuit avec des revers en satin noir. Il coûtait plus cher que la voiture de Brad. Je l'ai enfilé dans la cabine d'essayage. Le tissu était comme de l'eau sur ma peau. Je me suis regardé dans le miroir.
Le gars en sweat à capuche avait disparu. À sa place se trouvait l'homme qui avait bâti un empire depuis un sous-sol. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. S'il te plaît, dis-moi que tu as loué un costume. Ne porte pas cette veste grise que tu portais à l'enterrement. Elle sent la naphtaline. Je n'ai pas répondu. J'ai vérifié mes autres messages. Un de Sarah. L'équipe juridique est briefée. La police a été informée du détournement de fonds. Ils attendront dans les coulisses. Un de Marcus. Je suis sur place. Brad est là, criant après le personnel de restauration. Il se comporte comme s'il était le propriétaire. Tu vas adorer ça. Je suis sorti de la boutique. L'air froid m'a frappé au visage. Je me sentais calme. C'était le calme avant la tempête. J'ai pris un taxi pour le Grand Hôtel. Je n'allais pas révéler la voiture tout de suite. C'était pour la sortie. La grande salle de bal dégoulinait d'or et de cristal. D'immenses sapins de Noël se dressaient dans chaque coin, décorés de lumière qui coûtaient probablement le salaire d'un an pour un travailleur normal. Il y avait 500 personnes, employés, investisseurs, partenaires. J'ai repéré ma famille près de la sculpture de glace. Ils se détachaient. Ma mère portait une robe trop scintillante, en faisant trop. Mon père avait l'air mal à l'aise dans un costume rigide. Emily était accrochée au bras de Brad comme un trophée. Et Brad était dans son élément. Il tenait sa long, riant bruyamment, faisant des gestes avec une flûte de champagne. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché. Tiens, regarde qui a décidé de se montrer, a crié Brad en me voyant. Il a scanné ma tenue. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la confusion dans ses yeux. Il reconnaissait la qualité, mais son ego l'a rapidement écarté. Tu as dévalisé un magicien, Steve, ou tu as enfin trouvé un magasin de location qui a ta taille? Tu es élégant, Steven, a dit maman, surprise. Elle a tendu la main pour toucher le revers. C'est de la soie. Attention, Karen, a ri Brad. S'il le tâche, il ne récupérera pas sa caution. Prends un verre, Steve. Mais va au bar du fond. Les alcools de luxe ici sont pour les cadres. Je me contenterai d'eau, ai-je dit. Alors, Steven, a dit Emily, en me regardant de haut en bas avec une pointe de jalousie. Brad nous parlait justement du propriétaire, le nouveau milliardaire. Tu penses que tu arriveras même à le voir ou tu seras coincé dans un coin? Je pense que j'aurai une bonne vue, ai-je dit. Soudain, un silence s'est fait dans le groupe voisin. Marcus Sterling traversait la foule. Marcus était une légende. Un M88, cheveux argentés, impeccablement habillé. Il rayonnait de pouvoir. Les gens s'écartaient devant lui comme la mer Rouge. Brad a redressé sa cravate. La panique et l'excitation se lisaient sur son visage. Oh mon Dieu, c'est lui. C'est Sterling. D'accord, tout le monde, agissait naturellement. Maman, papa, tenez-vous droit. Emily, sourit. Brad s'est avancé, barrant le chemin de Marcus. Monsieur Sterling, a dit Brad, en tendant la main, sa voix montant d'une octave. Bradley Miller, vente régionale, meilleur performé. C'est un honneur, monsieur. Un véritable honneur. Marcus s'est arrêté. Il a regardé la main de Brad, puis l'a serrée brièvement. Monsieur Miller. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Que des bonnes choses, j'espère, a ri nerveusement Brad. Je veux juste vous présenter ma famille. C'est ma fiancée, Emily, et ses parents, Richard et Karen. Des gens merveilleux. Marcus a hoché la tête poliment vers eux. Enchanté. Puis Marcus m'a regardé. Ses yeux pétillaient. Il a ouvert la bouche pour me parler, mais Brad l'a coupé. Et ça, Brad a fait un geste vers moi avec son pouce comme si j'étais un sac de pommes de terre, c'est Steven, le frère d'Emily. Il est. Eh bien, il est entre deux opportunités en ce moment. Il est juste venu pour la nourriture gratuite, n'est-ce pas, Steve? Mon père a gloussé nerveusement. C'est un bon garçon, juste un peu lent à démarrer. J'ai croisé le regard de Marcus. J'ai fait un signe de tête à peine perceptible. Pas encore. Marcus a pincé les lèvres, réprimant un sourire. Je vois. Eh bien, profitez de la soirée, Steven.
J'ai le sentiment qu'elle sera mémorable. Merci, Marcus, ai-je dit. Monsieur Sterling, m'a corrigé sèchement Brad. Tu l'appelles Monsieur Sterling. Montre un peu de respect. Marcus s'est éloigné. Brad s'est retourné vers moi, le visage rouge. Tu es fou, a sifflé Brad en me piquant la poitrine. Tu l'as appelé par son prénom. Pour qui te prends-tu? Tu aurais pu tout gâcher. J'essaie d'obtenir une promotion ici. Je n'ai pas besoin que tu me tires vers le bas avec ton manque de savoir-vivre. Ça n'avait pas l'air de le déranger, ai-je dit calmement. Il était poli, a lancé Emily. Mon Dieu, Steven, pourquoi faut-il toujours que tu sois si embarrassant? Tu devrais peut-être simplement partir. Va attendre dans la voiture. Non, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je pense que je vais rester pour les discours. J'ai entendu dire qu'ils allaient être intéressants. Très bien, Brad a redressé sa veste. Mais ne te mets pas sur mon chemin. Quand ils appelleront mon nom, je ne veux pas que tu sois près de la scène. Il s'est éloigné, entraînant Emily avec lui. Mes parents ont suivi, me lançant des regards déçus. Essaie juste de ne pas faire de scène, Steven, a marmonné mon père. Je les ai regardés partir. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai touché la clé USB que j'avais apportée. Faire une scène, ai-je murmuré. Papa, je vais mettre le feu au théâtre. Je me suis dirigé vers la cabine audiovisuelle au fond de la salle. Le technicien, un gars nommé Dave, qui travaillait pour moi depuis 5 ans, était aux commandes de la console. Patron, a hoché la tête Dave, en gardant la voix basse. C'est prêt, ai-je demandé. Chargé et prêt à être lancé, a dit Dave. Dès que vous donnerez le signal. Bien. J'ai regardé la mère de Jean. J'ai vu Brad rire, trinquer, se comporter comme le roi du monde. Il dépensait mon argent. Il volait des enfants. Il ruinait mes parents. Et il se moquait de moi. La tempête ne se préparait pas seulement. Elle était là. Les lumières se sont tamisées. Un projecteur a éclairé la scène. Le brouhaha s'est tu. Je me tenais à l'arrière, dans l'ombre, observant ma famille à la table numéro 4, une place de choix que Brad avait sans aucun doute obtenue en soudoyant quelqu'un. Marcus est monté sur scène. Il a prononcé un discours de bienvenue standard, parlant de croissance, de l'avenir et de la nouvelle direction du groupe Phoenix. C'était un excellent orateur, charismatique et engageant. Mais ce soir, a dit Marcus, il s'agit de reconnaître le talent. Il s'agit de reconnaître ceux qui vont au-delà. Brad vibrait pratiquement sur sa chaise. Il a ajusté sa cravate pour la 10e fois. Nous avons une tradition, a poursuivi Marcus. Nous aimons laisser nos étoiles montantes s'exprimer. Ce soir, j'aimerais inviter Bradley Miller sur scène pour partager quelques mots sur son succès dans la région du Nord-Est. Des applaudissements ont éclaté. Brad a bondi, a boutonné sa veste et s'est pavané jusqu'à la scène. Il a tapé dans la main de quelques collègues en chemin. On aurait dit qu'il venait de gagner le Super Bowl. Il a pris le micro. Le projecteur l'adorait. Merci. Merci, Monsieur Sterling, a rayonné Brad. Waouh, quelle année. Quand je regarde cette foule, je vois des gagnants. Je vois des gens qui en veulent. Il a fait une pause pour un effet dramatique. Vous savez, le succès ne se donne pas. Il se prend. Il faut avoir faim. Il faut être plus intelligent que le gars à côté de vous. Il a commencé à arpenter la scène. J'ai amené ma famille ici ce soir. Brad a pointé la table 4. Le projecteur s'est tourné vers eux. Ma mère a agité frénétiquement la main, l'air sur le point de s'évanouir de joie. Ma magnifique fiancée Emily, mes futurs beaux-parents, et, il a fait une pause, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Il a balayé la salle du regard jusqu'à ce qu'il me trouve debout à l'arrière. Et mon futur beau-frère, Steve. Et, Steve, fait un signe, mon pote. Le projecteur m'a frappé. Je n'ai pas fait de signe. Je suis juste resté là, les mains dans les poches. Steve est un gars super, a ricané Brad dans le micro. Mais il est un rappel. Un rappel de ce qui se passe quand on n'a pas de motivation. Quand on se contente de la médiocrité. Steve a apporté une bouteille de vin à $10 au dîner hier soir et a pensé que c'était un grand cru. La foule a ri. 500 personnes riant de moi.
Mais sérieusement, a continué Brad, Steve me rappelle pourquoi je travaille si dur. Pour ne pas finir à réparer des ordinateurs dans un sous-sol à 30 ans. Pour pouvoir subvenir aux besoins. Le succès vous permet d'aider les moins fortunés. Comme Steve. Mon visage a brûlé, non pas de honte, mais de fureur. Il m'utilisait comme accessoire dans son numéro comique. Ma mère riait. Mon père riait. Émilie applaudissait. Il se moquait de moi publiquement, comme il l'avait fait toute ma vie. Alors Brad a levé son verre. Aux gagnants. Et aux Stevens de ce monde, pour nous faire paraître si bons en comparaison. La foule a rugi. Brad s'est prélassé sous les applaudissements. Maintenant, j'ai préparé une petite présentation sur nos chiffres du 4e trimestre. Dave, lance les diapositives. Brad s'est tourné vers l'écran LED géant derrière lui, s'attendant à voir ses graphiques de vente. Mais les graphiques ne sont pas apparus. À la place, un fichier vidéo a commencé à jouer. C'était une séquence granuleuse d'une caméra de sécurité. On y voyait sans équivoque Brad assis dans son bureau. L'audio a retenti dans les haut-parleurs de la salle de bal. Brad à l'écran, écoutez, je me fiche des règles de conformité. Déplacez simplement la virgule. Enregistrez la commande pour décembre. J'ai besoin de ce bonus pour payer la bague. La foule est devenue silencieuse. Les rires se sont tus instantanément. Brad s'est figé sur scène. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Dave? Coupe le flux. La vidéo a changé. C'était une capture d'écran d'un virement bancaire. Source, fonds de charité pour enfants du groupe Phoenix. Destination, BMW Financial Services. Montant, $1200. Des halètements ont parcouru la salle. L'écran a de nouveau changé. Un email de Brad à un usurier. Email, j'ai ferré le vieux couple. Ils mettent leur maison en garantie. J'aurai votre argent d'ici lundi. Ne me cassez pas les jambes. Mes parents ont arrêté de rire. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père est devenu gris pâle. Dave. A crié Brad, sa voix se brisant. Éteins ça. C'est un bug. Quelqu'un nous pirate. Ce n'est pas un bug, Brad. Une voix a retenti dans le système de sonorisation, mais ce n'était pas la voix de Marcus. C'était la mienne. Je suis sorti de l'ombre. J'ai descendu l'allée centrale. Le projecteur m'a suivi. Qui a dit ça? Brad a plissé les yeux contre l'éblouissement. C'est moi, ai-je dit, ma voix stable, amplifiée par le micro sans fil que j'avais pris à la cabine audiovisuelle. J'ai passé la table 4. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai marché droit vers les escaliers de la scène. Steve. Brad avait l'air confus, la sueur commençant à perler sur son front. Qu'est-ce que tu fais? Descends de la scène. Sécurité. Sortez ce clown d'ici. Je suis monté sur la plateforme. Je me suis tenu à côté de lui. Je le dépassais de 8 cm, quelque chose qu'il cachait habituellement en portant des talonnettes dans ses chaussures. Ce soir, je le dominais. Tu voulais parler de succès, Brad, ai-je dit dans le micro. Tu voulais parler de gagnants et de perdants. Tu gâches ma soirée, a sifflé Brad en couvrant son micro. Je vais te tuer. Dégage. Je ne pense pas, ai-je dit. Je me suis tourné vers le public. Monsieur Sterling, voulez-vous bien nous rejoindre? Marcus a monté les escaliers. Il s'est tenu à côté de moi. Mesdames et messieurs, a dit Marcus, sa voix grave. Il y a eu un léger changement dans le programme. Brad, vous vous posiez des questions sur le nouveau propriétaire, l'associé silencieux qui a acheté le groupe Phoenix. Oui, a dit Brad désespérément. Dites-le lui, monsieur Sterling. Dites à cet idiot qui dirige les choses. Marcus a souri. Il a posé une main sur mon épaule. Je serais ravi de le faire, a dit Marcus. Brad, voici Steven, le fondateur et PDG d'Auroratech et l'unique propriétaire du groupe Phoenix. Le silence qui a suivi était assez lourd pour écraser un homme. La bouche de Brad s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Il a regardé Marcus. Il m'a regardé. Il a regardé l'écran géant derrière nous qui affichait maintenant mon profil d'entreprise.
Une photo de moi en costume sous le titre « Le magnate de la tech acquiert le groupe Phoenix pour 400 millions de dollars ». Non, a murmuré Brad. C'est impossible. Il répare des ordinateurs. Il conduit une Honda. Je conduis une Honda parce que je n'ai pas besoin d'une voiture pour me dire qui je suis, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Tu as volé des enfants malades pour louer une BMW, Brad. C'est la différence entre nous. Je me suis tourné pour regarder la table 4. Mes parents étaient maintenant debout. Mon père avait l'air d'avoir une crise cardiaque. Émilie secouait la tête, murmurant le mot « non » encore et encore. Le spectacle de clown était terminé. Le lion venait d'entrer dans l'arène. La salle de bal était suspendue dans un état de choc. 500 paires d'yeux étaient rivés sur la scène. J'ai regardé Brad. L'arrogance s'était envolée, laissant derrière elle un gâchis pathétique et en sueur. Steven, la voix de Brad tremblait. Steve, mon pote, c'est une blague? Parce que si c'en est une, elle est bonne. Tu m'as bien eu. Ce n'est pas une blague, Brad, ai-je dit calmement. Et je ne suis pas ton pote. Je suis ton patron. J'ai montré l'écran derrière moi. Les preuves du détournement de fonds tournaient toujours en boucle. Tu t'es moqué de moi parce que j'étais ennuyeux, ai-je dit, m'adressant à lui, mais parlant à la salle. Tu t'es moqué de moi parce que je suivais les règles. Tu as dit à ma famille que j'étais un raté parce que je ne faisais pas étalage de mon argent. Mais pendant que tu falsifiais des chiffres et que tu volais dans le fonds de charité, je construisais l'algorithme qui t'a attrapé. Voler? Balbutia Brad. Non, c'était un prêt. J'allais le rembourser. Tu as pris 50 000 $ destinés à des jouets pour des orphelins, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, froide comme la glace. Et tu les as dépensés en montre et en voiture de location pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas, je me suis tourné vers le public. Est-ce le genre de leadership que le groupe Phoenix représente, ai-je demandé. Non, ont crié quelques voix dans la foule. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Je me suis retourné vers Brad. Bradley Miller, vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. Brad a reculé comme si je l'avais frappé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le directeur régional. Plus maintenant, ai-je dit. Et nous n'avons pas terminé. J'ai fait signe sur le côté de la scène. 2 policiers sont sortis des rideaux. Nous avons audité les livres, Brad, ai-je dit doucement, pour que lui seul puisse entendre. Nous avons tout trouvé. La fraude fiscale, le détournement de fonds, et le stratagème avec mes parents. Brad a vu les flics et a paniqué. Il s'est jeté sur le micro, essayant de plaider sa cause à la foule. Il ment. Il est jaloux. Il a toujours été jaloux de moi. Émilie, dis-leur. Mais les policiers ont été plus rapides. Ils ont attrapé Brad par les bras. Bradley Miller, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié et fraude, a dit un policier, en lui passant les menottes au poignet. Ne me touchez pas, a crié Brad en se débattant. Vous savez qui je suis? Émilie, appelle mon avocat. Fais quelque chose. J'ai baissé les yeux sur la foule. Mon regard a trouvé ma famille. Ils étaient paralysés. Ma mère serrait ses perles, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Mon père était affalé sur sa chaise, fixant le sol. Émilie se tenait là, pâle comme un fantôme, regardant son fiancé parfait être emmené menotté. Alors que la police emmenait Brad hors de la scène, il est passé devant la table de ma famille. Bande d'idiots, leur a-t-il crié. Vous étiez censé me donner l'argent lundi. Vous avez tout gâché. Les portes se sont refermées derrière lui. La salle était silencieuse. Je me suis tenu au centre de la scène. J'ai ajusté mes manchettes. Je m'excuse pour l'interruption, ai-je dit à la foule. S'il vous plaît, profitez du dîner. Le bar est ouvert et c'est ma tournée ce soir. J'ai tendu le micro à Marcus et je suis descendu les escaliers. La foule s'est écartée devant moi. Les gens qui m'avaient ignoré 10 minutes plus tôt hochaient maintenant la tête respectueusement, chuchotant, me regardant avec admiration. Monsieur Steven, a dit un homme en s'inclinant légèrement. Bonsoir, monsieur, a hoché la tête une autre femme. Je me suis dirigé droit vers la table 4. Ma famille m'a regardé comme si j'étais un étranger,
un extraterrestre. Steven, a murmuré ma mère. Sa voix était faible. C'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai, maman, ai-je demandé. Que je possède l'entreprise ou que Brad est un criminel. Tu possèdes tout ça, mon père a fait un geste vers la salle avec une main tremblante. Mais tu répares des ordinateurs. Tu vis dans un studio. Je vis dans un studio parce que je voyage 200 jours par an, ai-je dit. Et je ne me vante pas de mon argent, contrairement à d'autres. Émilie a finalement retrouvé sa voix. Elle m'a regardé avec un mélange de peur et de calcul. J'ai vu les rouages tourner dans sa tête. Brad était parti. La poule aux œufs d'or était cuite. Mais en voici une autre. Steven, a dit Émilie, sa voix tremblant mais essayant de paraître douce. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes une famille. Nous t'aurions soutenu. Soutenu, ai-je ri. C'était un son dur et sec. Émilie, il y a 10 minutes, tu m'as dit d'aller attendre dans la voiture. Tu as ri quand il m'a traité de loser. Je faisais juste semblant, a plaidé Émilie, en tendant la main vers mon bras. Tu sais comment est Brad. J'avais peur de lui. Tu n'avais pas peur, ai-je dit en retirant mon bras. Tu appréciais. Tu aimais te sentir supérieur. J'ai regardé mes parents. Et vous aussi, ai-je dit. Vous aviez honte de moi. Vous êtes resté là à laisser un voleur insulter votre fils parce qu'il vous a acheté du vin cher avec de l'argent volé. Nous ne savions pas, a dit mon père, sa voix suppliante. Steven, nous ne savions pas que c'était un escroc. Peut-être pas, ai-je dit. Mais vous saviez comment il me traitait et vous vous en fichiez parce que vous pensiez qu'il était riche. C'est tout ce qui compte pour vous, n'est-ce pas? Le statut. Ce n'est pas juste, a pleuré maman. Nous t'aimons, Steven. Vraiment? J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un morceau de papier plié. Je l'ai claqué sur la table. Il a fait cliqueter l'argenterie. C'était une impression de l'hypothèque sur la maison. Je suis au courant pour la maison, papa, ai-je dit. Je sais que tu as mis en garantie la maison de grand-mère. Mon héritage, celui qu'elle m'avait promis, pour donner de l'argent à Brad. Le visage de mon père est devenu blanc. Steven, nous. C'était un investissement pour la famille. Pour la famille? J'ai secoué la tête. Non. Pour Ryan, pour Émilie. Jamais pour moi. Vous alliez vendre mon avenir pour acheter l'approbation de Brad. Nous pouvons arranger ça, a sangloté maman. Steven, s'il te plaît. Maintenant que tu as réussi, peut-être que tu peux nous aider. Le prêt. Le taux d'intérêt est très élevé. Si nous ne le remboursons pas, nous perdrons la maison, a terminé papa, en me regardant avec des yeux pleins d'espoir et de désespoir. Tu as des millions, Steven. Ce n'est rien pour toi. Aide ta famille, s'il te plaît. Je les ai regardés. J'ai regardé les gens qui m'avaient fait me sentir petit pendant 28 ans. Vous avez raison, ai-je dit. Ce n'est rien pour moi, financièrement. Je me suis penché tout près. Mais je ne vais pas le payer. Leurs visages se sont décomposés. Quoi, a haleté Émilie. Je ne paie pas la dette de Brad, ai-je dit. Vous avez signé les papiers. Vous vouliez l'argent facile. Vous assumez les conséquences. Mais nous serons sans abri, a hurlé maman. Steven, tu ne peux pas faire ça à ta mère. Vous avez un gendre directeur régional, ai-je dit froidement. Peut-être qu'il peut vous aider. Oh, attendez. Il est en prison. Je me suis retourné. Steven, a crié mon père en se levant. Si tu t'en vas maintenant, ne prends pas la peine de revenir pour Noël. Tu tournes le dos à la famille. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas tourné le dos à la famille, papa, ai-je dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Je n'en ai jamais eu. Je suis parti. Je me suis dirigé vers la sortie. L'air dans la salle de bal semblait plus léger. Le poids étouffant que j'avais porté depuis l'enfance avait disparu. J'avais largué la bombe. J'avais brûlé le pont. Et en regardant les flammes, j'ai réalisé quelque chose. C'était magnifique. Le hall du grand hôtel était calme comparé au chaos à l'intérieur.
Je suis sorti par les portes tournantes dans la nuit enneigée. L'air était vif et pur. J'ai vu mon reflet dans la vitre. Smoking, droit, intact. Un voiturier attendait, mais pas le voiturier habituel. Mon chauffeur personnel, Thomas, se tenait à côté d'une voiture qui n'était certainement pas une Honda. C'était une Rolls-Royce Phantom, empattement long, noir nuit. Elle était là comme une bête, imposant le respect à tous les autres véhicules dans l'allée. Thomas a ouvert la portière arrière. « Bonsoir, monsieur. Comment s'est passée la fête ?» Brève, ai-je dit, mais productive. Au moment où j'allais monter, les portes de l'hôtel se sont ouvertes brusquement derrière moi. C'était Émilie. Elle était sortie en courant sans son manteau, frissonnant dans sa robe bustier. « Steven, attends » a-t-elle crié. J'ai fait une pause, un pied dans la voiture. Elle a dévalé les marches, ses talons au glissant sur la glace. Elle avait l'air affolée. Son mascara coulait. « Steven, s'il te plaît » a-t-elle haleté, en attrapant la poignée de la portière de la Rolls-Royce. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu l'intérieur, les tapis en laine d'agneau, le ciel de toit étoilé. « Mon Dieu, c'est à toi. »« Lâche la portière, Émilie » ai-je dit. « Steven, tu ne peux pas nous laisser comme ça » a-t-elle pleuré, les dents claquant. Papa fait une crise de panique. Maman est hystérique. La police nous pose des questions sur l'argent de Brad. Ils pensent que nous étions complices. L'étiez-vous, ai-je demandé. Non, bien sûr que non. Nous étions aussi des victimes. Elle a attrapé mon revers. Steven, tu dois nous trouver un avocat. Un bon. Les avocats de l'entreprise ne veulent pas nous parler. Tu possèdes l'entreprise. Dis-leur de nous aider. Pourquoi ferais-je ça? Ai-je demandé. Parce que nous sommes de la même famille. A-t-elle crié. Et j'ai la garde de ta nièce. Tu veux que Lily voie sa mère aller en prison ou être sans abri? Utiliser sa fille. Un coup classique d'Émilie. Lily est innocente, ai-je dit. Et ne t'inquiète pas, j'ai déjà ouvert un fonds d'études pour elle. Un fonds que tu ne peux pas toucher, je te rassure. Elle seule pourra y accéder à ses 18 ans. Émilie a cligné des yeux. Tu as fait ça? Oui, parce que je ne suis pas un monstre, ai-je dit. Mais toi et Brad, vous êtes seuls. Mais la maison, a-t-elle gémi. Brad a perdu l'argent du prêt au jeu. Si nous ne remboursons pas la banque d'ici lundi, ils saisissent. Maman et papa seront à la rue. Ils sont vieux, Steven. Ils auraient dû y penser avant de parier la ferme sur un escroc, ai-je dit. Peut-être qu'ils peuvent louer un appartement en sous-sol. J'ai entendu dire qu'ils pensent que les sous-sols sont assez bien pour la famille. Salaud, a-t-elle sifflé, sa tristesse se transformant de nouveau en colère. Tu as tout planifié. Tu nous as laissé nous humilier. Tu savais tout depuis le début. Je vous ai donné une chance, ai-je dit doucement. Hier soir, au dîner, j'ai attendu un mot gentil, une défense, un merci pour le vin. Si l'un de vous m'avait traité comme un être humain, j'aurais fait un chèque pour couvrir le gâchis de Brad ce soir. Je vous aurais sauvé. Émilie s'est figée. La prise de conscience l'a frappée. Ce n'était pas ma cruauté qui les avait condamnés. C'était la leur. Mais vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Vous avez ri. Je suis monté dans la voiture. Steven, non. Elle a frappé à la vitre. Steven. Thomas a fermé la portière. Le son était un bruit sourd, lourd, qui isolait du monde. Conduisez, Thomas, ai-je dit. La Rolls-Royce s'est éloignée du trottoir. J'ai regardé par la vitre teintée. J'ai vu Émilie rapetisser au loin. Une petite silhouette frissonnante dans la neige, criant après des feux arrière. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Nous sommes tes parents. Tu nous dois ça. J'ai bloqué le numéro. Puis un texto de maman. S'il te plaît. Je suis désolé. Nous pouvons recommencer. J'ai bloqué le numéro. Puis un texto de Sarah. La police a Brad en garde à vue. Il chante comme un canari. Il essaie de faire porter le chapeau de la fraude à ton père, disant que Richard était le cerveau derrière le montage du prêt. J'ai répondu par texto, que la justice suive son cours. S'ils sont innocents,
tout ira bien. S'ils étaient avides, eh bien. Je me suis adossé au siège en cuir. Je me suis versé un verre de champagne du refroidisseur de la voiture. C'était la même marque dont Brad s'était vanté, Château Margaux. J'ai pris une gorgée. C'était bon. Mais honnêtement, la bouteille que j'avais apportée au dîner était meilleure. J'étais seul. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas solitaire. J'étais libre. L'intérieur d'une Rolls-Royce Phantom est conçu pour une seule chose. Vous séparer du monde extérieur. Alors que Thomas s'éloignait du grand hôtel, le visage hurlant de ma sœur et le chaos du gala se sont estompés dans la nuit enneigée. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était absolu, à l'exception du doux bourdonnement des pneus sur la poudreuse fraîche. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête en cuir. Mon cœur battait toujours la chamade contre mes côtes, un contraste frappant avec l'extérieur calme que j'avais présenté sur scène. Ce n'était plus l'adrénaline de la peur. C'était l'adrénaline de la rupture. J'avais l'impression de venir d'amputer un membre gangrené depuis 20 ans. Ça faisait mal, mais je savais que c'était la seule façon de survivre. « Où allons-nous, monsieur ?» a demandé Thomas, ses yeux croisant les miens dans le rétroviseur. « Conduisez simplement, Thomas, ai-je dit, en regardant les lumières floues de la ville. Prenez le chemin le plus long pour rentrer. J'ai besoin de réfléchir. » Mon téléphone vibrait toujours sans cesse sur le siège à côté de moi. Je l'ai pris, non pas pour répondre, mais pour le faire taire complètement. J'ai vu des appels manqués de numéros que j'avais connus toute ma vie, mais qui me semblaient maintenant appartenir à des étrangers. Il y avait un message vocal de mon père. Je n'aurais pas dû l'écouter, mais la curiosité est une chose dangereuse. J'ai appuyé sur lecture. Steven, ingrat. Comment as-tu pu? La police est là. Ils prennent des dépositions. Ils pensent que nous étions au courant du détournement de fonds. Tu dois revenir ici et leur dire que nous sommes innocents. Tu as le meilleur avocat de la ville sur ta liste de paix. Fais-la revenir. Si nous perdons la maison à cause de cette enquête, ce sera de ta faute. Tu m'entends? Ce sera de ta faute. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas félicité pour mon succès. Il ne s'est pas excusé d'avoir laissé Brad m'humilier. Il s'inquiétait juste pour ses biens. Il s'inquiétait pour l'héritage qu'il avait déjà dilapidé. J'ai effacé le message. Puis j'ai effacé la conversation. Les mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires et de restructuration d'entreprises. La chute de Brad a été rapide et publique parce qu'il avait été si bruyant sur son succès. Les médias ont adoré l'histoire de son échec. Il s'est avéré que mon audit n'était que la pointe de l'iceberg. Brad n'avait pas seulement volé dans le fonds de charité. Il avait monté une pyramide de Ponzi à côté, ciblant les parents âgés de son personnel. Il a plaidé coupable pour éviter une peine maximale. Il a pris 10 ans. Je ne suis pas allé à la condamnation. J'ai lu à ce sujet dans le journal comme tout le monde. Mais pour ma famille, les conséquences ont été un accident de voiture au ralenti. L'implication de mes parents dans l'investissement de Brad a été désastreuse. Ils avaient signé des documents qu'ils ne comprenaient pas, faisant aveuglément confiance à l'homme en costume brillant plutôt qu'à leur propre fils. Quand la banque a réclamé le prêt, ils n'avaient pas le capital. La saisie de la maison de grand-mère, la maison du 42 Oak Street, a commencé en février. Je me souviens du jour où Sarah, mon avocate, est entrée dans mon bureau. « Steven » a-t-elle dit, en posant un dossier sur mon bureau. La vente aux enchères est prévue pour mardi prochain. La banque saisit la propriété d'Oak Street. Tes parents sont expulsés. J'ai arrêté de taper. J'ai regardé le dossier. C'est dans cette maison que j'avais appris à faire du vélo. C'est là que j'avais construit mon premier ordinateur dans le sous-sol. Il demande si tu veux intervenir, a dit Sarah doucement. Tu pourrais racheter la dette. C'est une bouchée de pain pour toi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la baie vitrée du sol au plafond, regardant Manhattan. Ce serait si facile. Je pourrais faire un chèque, sauver la maison et les laisser y vivre. Ils me remercieraient pendant une semaine, puis ils m'en voudraient. Ils diraient que j'étale mon argent. Ils en demanderaient plus. J'ai pensé au dîner de Noël. J'ai pensé au rire. Non, ai-je dit. Non, a demandé Sarah. Si je les sauve, ils n'apprendront jamais, ai-je dit. Ils ont misé la maison sur un mensonge parce qu'ils étaient avides de statut.
Qu'ils perdent le statut. Peut-être qu'alors ils trouveront un peu d'humilité. Compris, a dit Sarah en fermant le dossier. Je dirai à la banque de procéder. Mes parents ont perdu la maison. Ils ont dû vendre la plupart de leurs meubles pour payer un camion de déménagement. Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location dans un quartier de la ville dont ils se moquaient autrefois. La vie d'Emily a implosé encore plus vite. Avec Brad en prison, ses revenus ont disparu. Elle a été expulsée de leur condo de luxe. Elle a dû emménager avec mes parents dans leur location exiguë. La tension dans ce petit appartement devait être étouffante. Sans argent pour les distraire, ils n'avaient que l'un l'autre à blâmer. Je pensais que leur silence signifiait que c'était fini. Je pensais qu'ils avaient enfin accepté que je sois parti. Mais les personnes toxiques ne lâchent pas si facilement. Elles changent simplement de tactique. C'était un mardi soir en avril. J'étais en réunion du conseil d'administration quand ma ligne personnelle a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai répondu. C'est Steven, a demandé une voix affolée. C'est Madame Higgins, la voisine de votre mère. Oui, ai-je dit, mon estomac se nouant. Oh, Dieu merci, Steven. C'est votre mère. Une ambulance vient de l'emmener. Elle s'est effondrée dans le couloir. Elle se tenait la poitrine. On dirait une crise cardiaque. La pièce a tourné. Peu importe la colère que vous ressentez, les mots « mère » et « crise cardiaque » contournent toujours votre logique et frappent votre instinct. Quel hôpital, ai-je demandé, faisant déjà signe à mon assistante d'annuler la réunion. Saint-Judès, a dit la voisine. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ça avait l'air grave. J'ai couru. Je n'ai pas pris la Rolls-Royce. J'ai pris le premier taxi que j'ai pu trouver. Pendant le trajet, la culpabilité m'a frappé comme un coup physique. Était-ce de ma faute? Le stress de l'expulsion l'avait-elle tué? Étais-je un meurtrier? Je me suis précipité aux urgences. J'ai trouvé l'accueil. Karen, ma mère, Karen, ai-je balbutié. On vient de l'amener. Chambre 402, a dit l'infirmière. Elle est stable. J'ai sprinté vers l'ascenseur. Quand je suis arrivé au 4e étage, j'ai vu mon père et Emily debout dans le couloir. Ils avaient l'air hagards. Le costume de mon père était élimé. Emily avait l'air fatiguée, ses racines apparentes. Steven, a crié Emily en me voyant. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. J'étais trop choqué pour la repousser. Dieu merci, tu es venu. Nous pensions l'avoir perdue. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, à bout de souffle. C'était un événement coronarien massif, a dit mon père en s'essuyant les yeux. Le stress, le déménagement, c'était trop pour son cœur. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Alors qu'ils opèrent, ai-je dit. Ont-ils besoin d'informations sur l'assurance? Je couvrirai tout. Tout. Mon père a regardé Emily, puis de nouveau moi. Ce n'est pas si simple, fils. L'opération dont elle a besoin, elle est expérimentale. L'assurance ne la couvrira pas. Et cet hôpital. Ils ne le feront pas sans un acompte. Combien, ai-je demandé. 200 000, a dit Emily rapidement. Nous devons le transférer maintenant ou ils ne prépareront pas le bloc opératoire. Quelque chose dans sa voix m'a fait faire une pause. C'était trop rapide, trop spécifique. 200 000, ai-je répété. Pour une opération du cœur aux urgences. N'argumente pas sur l'argent maintenant, a lancé papa. Ta mère est en train de mourir là-dedans. Fais juste le chèque. Veux-tu avoir sa mort sur la conscience aussi? J'ai regardé la porte de la chambre 402. À travers la vitre, je pouvais voir ma mère allongée dans le lit, branchée à un moniteur. Elle avait l'air pâle, mais j'ai regardé le moniteur. Je suis un homme de données. Je regarde des chiffres toute la journée. Sa fréquence cardiaque était de 72, stable, rythmique. Sa tension artérielle était de 120 sur 80. Ce n'étaient pas les signes vitaux d'une femme ayant un événement coronarien massif. C'étaient les signes vitaux d'une femme au repos. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Emily, la panique montant dans sa voix. Transfère l'argent. J'appelle le docteur Harris, ai-je dit. C'est le chef de cardiologie à Mount Sinai.
Il est dans mon conseil d'administration. Si maman a besoin d'une opération, je veux le meilleur. Non. Papa a bloqué ma main. Il n'y a pas le temps. Ce médecin connaît son cas. Donne-nous juste l'argent, Steven. Pourquoi faut-il que tu contrôles tout? Écartez-vous de mon chemin, ai-je dit en le repoussant. Je suis entré dans la chambre 402. Les yeux de ma mère étaient fermés. Elle respirait lourdement, émettant un sifflement. Maman, ai-je dit. Elle a ouvert un œil, m'a vu, et a immédiatement commencé à halter. Steven, mon garçon, tu es venu. Je savais que tu viendrais. J'ai si froid. Je suis là, maman, ai-je dit. J'ai regardé le dossier suspendu au pied du lit. J'ai lu les notes d'admission. Plainte du patient, douleur thoracique. Anxiété. Diagnostic, crise de panique. Pas d'enzymes cardiaques élevées. ECG normal. Plan de sortie, renvoyé à la maison avec des anxiolytiques. Il n'y avait pas de crise cardiaque. Il n'y avait pas d'opération. Ils avaient tout mis en scène. Ils ont utilisé la voisine pour m'appeler pour que ça paraisse réel. Ils savaient que je viendrais en courant. Ils savaient que la culpabilité était le seul levier qu'il leur restait. J'ai senti la colère s'évanouir, remplacée par une tristesse profonde et vide. C'était ça. C'était le fond. Tu peux arrêter de jouer la comédie, maman, ai-je dit doucement. Elle a continué à halter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma poitrine. J'ai lu le dossier, ai-je dit en le brandissant. Crise de panique, ECG normal. Tu vas être renvoyé. Le sifflement s'est arrêté instantanément. Elle s'est assise, le numéro de la mourante s'évanouissant en une seconde. Mon père et Émilie ont fait irruption dans la chambre derrière moi. Steven, ne lis pas ça, a crié Émilie. C'est une crise de panique causée par ton abandon, a crié papa, essayant de sauver le récit. Elle est malade d'inquiétude. Elle a besoin de cet argent pour sa convalescence, pour une maison de retraite. Nous ne pouvons plus vivre dans ce taudis. Alors, vous avez menti, ai-je dit. Vous avez simulé une crise cardiaque pour me soutirer 200 000 $. C'est notre argent, a crié maman, son visage se tordant d'un droit hideux. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu es milliardaire et tu laisses tes parents vivre comme des rats. Tu nous dois ça. Je ne vous dois rien, ai-je dit. Nous sommes ta famille, a pleuré Émilie. Regarde-nous. Nous n'avons rien. Je ne peux même pas me payer un avocat pour mon divorce avec Brad. Il ne m'a laissé que des dettes. Vous avez votre santé, ai-je dit. Et vous avez les uns les autres. C'est plus que ce que j'avais en grandissant. Je me suis dirigé vers la porte. Si tu sors par cette porte, a menacé mon père, en pointant un doigt tremblant vers moi. J'irai voir la presse, je leur dirai que tu as abandonné ta mère mourante. Je ruinerai ta réputation. Je me suis retourné une dernière fois. Vas-y, ai-je dit. Dis-leur. Dis-leur tout, mais assure-toi de leur montrer aussi les dossiers médicaux. Parce que si tu me calomnies, papa, je ne me contenterai pas de te renvoyer. Je te poursuivrai pour chaque centime que tu n'as pas. J'ai regardé ma mère, qui était maintenant assise en tailleur sur le lit d'hôpital, me fusillant du regard avec une haine pure. Au revoir, Karen, ai-je dit. J'espère que les anxiolytiques aideront. Je suis sorti de l'hôpital. Je suis passé devant l'accueil. Monsieur, a appelé l'infirmière. Êtes-vous de la famille? J'ai fait une pause. Non, ai-je dit. Je suis juste une connaissance. Je suis sorti dans l'air de la nuit. C'était le printemps maintenant. La neige avait disparu. L'air sentait la pluie et la vie nouvelle. J'ai pris une profonde inspiration. Le cordon était coupé. La dernière manipulation avait échoué. Ils étaient partis, et j'étais toujours là. La cheminée de mon penthouse crépitait, projetant une lueur dorée et chaude sur la pièce. Dehors, la ligne d'horizon de New York scintillait. 1 million de lumières représentant 1 million d'histoires. Mais à l'intérieur, pour la première fois de ma vie, il y avait la paix. C'était de nouveau la veille de Noël. Mais ce n'était pas un dîner de regards froids et de chaises pliantes. La longue table en acajou était dressée, mais sans prétention. Il n'y avait pas de places assignées.
Il n'y avait pas de jugement sur la fourchette à utiliser. Et, oncle Ben, ai-je appelé vers la cuisine. Tu vérifies la température de la dinde? Oncle Ben est sorti, portant un tablier, embrassé le cuisinier, par-dessus sa chemise en flanelle. Il tenait un verre du même cabernet de Napa que j'avais apporté à ce dîner désastreux un an plus tôt. La température interne est parfaite, petit, a souri Ben. Contrairement au rôti de ton père, qui était toujours sec comme un os. Nous avons tous les deux ri. Ben avait été éloigné de la famille pendant des années parce qu'il n'avait pas réussi, un charpentier qui travaillait de ses mains. Maintenant, il était le chef des installations de mon entreprise. Il était plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Le dîner est servi, a appelé Sarah, mon avocate, ma bulldog, et maintenant mon amie de confiance. Elle est entrée en portant un immense bol de purée de pommes de terre. Marcus Sterling était là aussi, assis sur le canapé à jouer à Mario Kart avec ma nièce Lily. Oui, Lily était là. Après l'incident de l'hôpital, la vie d'Emily avait sombré. Elle ne pouvait pas maintenir un foyer. Les services de protection de l'enfance s'en étaient mêlés. Je ne voulais pas enlever Lily à sa mère, mais je ne pouvais pas la laisser grandir dans cette toxicité. Je me suis battu pour la garde, pas la garde complète, mais la tutelle. Emily avait signé les papiers en échange du remboursement de ses dettes de carte de crédit. Elle a choisi l'argent plutôt que sa fille. Encore. Oncle Steve, a crié Lily. Monsieur Marcus triche. Il a utilisé une carapace bleue. C'est un atout stratégique, Lily, Harry Marcus. Les affaires 101. J'ai regardé autour de la pièce. C'était ma constellation. Oncle Ben l'exclut. Sarah la défenseuse. Marcus le mentor. Lily l'avenir. C'était ma famille. Pas par le sang, mais par le lien. Pas par obligation, mais par choix. Nous nous sommes assis pour manger. La conversation était bruyante, désordonnée et réelle. Personne ne se vantait de son salaire. Personne ne comparait les titres de poste. Nous parlions d'idées. Nous parlions de films. Nous parlions de la vie. J'ai un toast, a dit oncle Ben en se levant et en tapotant son verre. La table s'est tue. À Steven, a dit Ben en me regardant avec des yeux embués. Pendant longtemps, cette famille, l'ancienne famille, nous a fait sentir que nous étions des pièces cassées, que nous ne correspondions pas au puzzle. Mais tu nous as montré que nous n'avions pas besoin de correspondre à leur puzzle. Nous pouvions construire le nôtre. Santé, santé, a levé son verre Marcus. J'ai regardé mon vin. J'ai pensé à où j'étais il y a un an, debout dans la neige, tenant une bouteille de vin comme une arme, me préparant à l'impact. J'avais passé une si grande partie de ma vie à attendre un héritage, non pas d'argent, mais d'amour. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'avais assez de succès, il me le donnerait enfin. Mais c'est ça le piège. On ne peut pas mériter l'amour de gens qui en sont dépourvus. Mes parents et Emily étaient toujours quelque part. J'entendais des rumeurs. Papa travaillait comme préposé à l'accueil dans un grand magasin. Emily passait d'un petit ami à l'autre. Ils étaient toujours malheureux. Ils me blâmaient toujours, mais leur voix ne pouvait pas m'atteindre ici. J'ai regardé Lily. Elle riait d'une blague que Sarah avait faite, son visage couvert de sauce. Elle était en sécurité. Son fond d'études était en sécurité. Elle n'aurait jamais à se demander si elle valait plus qu'un sac à main de créateur. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. En bas, la ville célébrait. Quelque part là dehors, quelqu'un était assis à une table de dîner en se sentant petit. Quelqu'un se faisait moquer. On disait à quelqu'un qu'il n'était pas assez bien. Je voulais leur dire quelque chose. Je me suis retourné vers la caméra, vers vous, le public qui m'a accompagné dans cette aventure. Vous savez, on nous apprend que la famille, c'est tout. Que le sang est plus épais que l'eau. Qu'il faut pardonner, peu importe à quel point ça fait mal. Mais parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. J'ai regardé ma table. Ma vraie famille. Et, Steven, a appelé Ben. Arrête de faire ton dramatique et viens manger. La farce refroidit. J'arrive, ai-je dit. J'ai souri. Un vrai sourire. Si vous êtes actuellement assis à une table où vous ne vous sentez pas respecté, si vous êtes traité comme un clown dans votre propre vie,
souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que vous pouvez partir. Vous pouvez construire votre propre table. Et la nourriture a bien meilleur goût quand c'est vous qui la payez. Je m'appelle Steven et c'était ma victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Vous faites partie de mon cercle. Maintenant, faites-moi une faveur. Si vous croyez que le respect se mérite, et ne se donne pas, appuyez sur le bouton « J'aime ». Montrons au monde que nous ne sommes pas seuls. Joyeux Noël à tous.